Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation, à ce pitch présenté par Armoric Énergie Marine. Alors qu'est-ce que c'est Armoric Énergie Marine? Parce qu'ici il y a beaucoup de marques, la plupart des gens se connaissent sous les noms d'Iberdrola, Total, Care, RVE, c'est marqué là. Eh bien, Armoric Énergie Marine, c'est un consortium composé de 3 entités. Care, qui est un développeur. Donc moi, je m'appelle Olivier Guiraud, je suis directeur du développement énergie marine de chez Care. Donc nous sommes un développeur, producteur indépendant d'énergie renouvelable depuis une trentaine d'années, avec une historique plutôt sur le terrestre, mais on fait du flottant depuis un certain temps maintenant, puisque nous sommes les porteurs du projet Olmed, qui est projet de ferme pilote au large Port-la-Nouvelle en Méditerranée. La deuxième composante de cette magnifique équipe, c'est Total Energy, donc Louise ici, qui va représenter Total Energy, qui apporte à cette équipe plutôt des compétences techniques. Leurs compétences en matière de structure offshore ne sont plus à démontrer. Et nous avons également Corio ici, Claire, qui amène une composante plutôt financière, mais aussi un peu technique, mais financière, puisque Corio c'est une toute nouvelle marque qui a 2 ans maintenant, qui est une émanation d'un fonds qui s'appelle Macquarie, qui est bien connu dans le monde des énergies renouvelables, puisqu'il finance des projets depuis plusieurs, peut-être 2 décennies, quoi. Voilà. Et donc, nous avons ensemble formé ce consortium. Je vais y arriver. Hop. Et nous répondons ensemble à 2 appels d'offres en cours aujourd'hui. Alors, l'appel d'offres numéro 5 pour l'éolien flottant qui est au large de la Bretagne, et également, avec la même équipe, à l'appel d'offres numéro 6 en Méditerranée. Et dans le cadre de ces appels d'offres, nous sommes challengés sur un certain nombre de sujets. Alors, évidemment, on peut faire appel à des bureaux d'études pour trouver des solutions. Et nous, on a souhaité aller dans un registre un peu différent. On a fait un AMI pour un appel à idées pour trouver des choses un petit peu différentes, un petit peu innovantes. Je vais laisser Louise vous présenter cet AMI. Merci, bonjour à tous. Merci de vous être réunis sur cette zone de pitch pour venir découvrir les lauréats, parce que c'est surtout d'eux qu'on va parler ce matin. Les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé sur l'optimisation des impacts sur la biodiversité et le maintien de la pêche au sein des parcs éoliens flottants. Donc Louise Autirimbaud, moi je suis business développeur en éolien en mer chez Total Energy et responsable pour Total Energy du développement territorial dans le cadre du projet Bretagne Sud, AO5. Donc les objectifs du lancement de cette AMI, pour nous, ils étaient assez clairs. On avait d'abord une volonté partenariale à travers cette AMI. Partenariale, pourquoi? Parce qu'on s'est d'abord entouré de pas mal d'experts de la chaîne de valeur et du développement économique. L'AMI a été relayée par Neopolia, par Bretagne Pont-Laval, par BOP. Et on s'est évidemment aussi associé au pôle mer Bretagne-Atlantique, dont le président Philippe Mombé nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Juste directeur, ça directeur. suffira. Et donc, le pôle mer Bretagne-Atlantique nous a appuyé sur le lancement de cette AMI. On avait aussi une volonté d'ancrage local. Donc, même si l'AMI était ouvert à toutes les entreprises, à la fois françaises et européennes, il se trouve que l'idée derrière a quand même bien marché. C'est qu'on a eu quand même essentiellement des répondants français et énormément de répondants bretons et ligériens, surtout bretons. Donc, voilà, encore un témoignage de notre volonté d'ancrage local dans le territoire breton. Une volonté de développement de la filière éolien en mer, évidemment, puisqu'on cherche à travers cette AMI à répondre aux grands enjeux de l'éolien en mer que sont les enjeux de préservation de la biodiversité et aussi de maintien des activités de pêche au sein des parcs, notamment éoliens flottants. C'est pour ça que le AMI était centré sur l'éolien flottant. Et enfin, une volonté de soutien aux PME innovantes. L'idée est bien sûr, encore une fois, de faire émerger des solutions qui seront susceptibles d'être déployées à terme sur les projets d'Armoric Énergie Marine, mais pourquoi pas aussi sur les projets de nos concurrents à l'étranger ou en France. Donc c'est vraiment à eux que revient l'honneur de ces présentations aujourd'hui. Donc nous allons leur laisser la place dès que Philippe aura
présenter le pôle mer rapidement. Merci. Merci. Ah, je vais prendre... Merci beaucoup. Quelques mots sur le pôle, puisque effectivement, comme l'a dit Louise, l'idée c'est d'accompagner l'écosystème et d'accompagner la dynamique d'innovation, et Dieu sait si on en a besoin sur l'éolien flottant pour que la filière se développe. Donc le pôle et son avantage ici, il y a deux grands atouts. D'abord, c'est son réseau d'adhérents, puisque finalement, ce sont beaucoup les adhérents qui ont répondu à cet appel à manifestation d'intérêt, puisqu'ils présentent des solutions. Et le deuxième avantage, c'est qu'on traite de l'ensemble de la chaîne de valeur. On accompagne l'innovation sur l'ensemble des sujets maritimes. On parle de défense, sécurité, sûreté maritime, naval, nautisme, ressources biologiques marines, littoral et environnement marin, et puis port. Donc, ça nous permet comme ça d'avoir vraiment finalement une forme d'animation intéressante pour les grands donneurs d'ordre qui vont développer des gros projets. On peut mettre notre écosystème sous tension qui permettent de proposer et de mettre sur le devant de la scène des solutions innovantes. On a l'avantage également, au-delà du partenariat qui a été mené avec Neopolia, Bretagne Pôle Naval, Bretagne Ocean Power et puis Solutions & Co, d'avoir un pôle jumeau, le pôle mer Méditerranée, avec qui on associe notre réseau et on arrive comme ça à peu près à environ 1000 membres pour lesquels voilà, on peut leur demander de proposer leurs solutions innovantes. Voilà, notre valeur ajoutée, ça a été donc d'opérer cet appel à manifestation d'intérêt en y apportant un petit peu un cadre, un règlement et puis une organisation pour que tout ça se fasse en bonne intelligence et puis au mieux pour que finalement, après cet appel à manifestation d'intérêt, nos membres, ou en tout cas les acteurs de l'écosystème, puissent venir nourrir le consortium AEM de nouvelles solutions. Donc, bonjour à tous, je me présente. Donc, moi, je suis Benjamin Grant et je travaille pour CARE. Je prends la parole très rapidement, puisque vous attendez tous la nomination des lauréats. Juste pour vous expliquer rapidement comment s'est déroulée cette organisation, je pense que c'est une réussite. Nous, on avait bien sûr l'envie de se faire accompagner dans ce projet. Le jury, forcément, il était beaucoup plus étoffé que ce qu'on voulait, que ce qu'on avait mis en place. Donc, je remercie aujourd'hui les quelques membres du jury qui ont pu faire le déplacement et qui nous ont apporté toute leur expertise. Je pense notamment à Pascal Larnaud, qui est directeur de la station de l'Ifremer à Lorient, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui a apporté toute son expertise et son expérience sur ce jury. Je pense également, et je le remercie, il est présent à Dénès Lostis, comme coprésident de FNE Bretagne, et qui a un grand savoir, une grande expérience sur toutes les thématiques environnementales, de biodiversité, et qui était un vrai garant de ces sujets-là pendant cette AMI. Jeanne Prévost, également comme personnalité qualifiée, responsable de la R&D environnement à France Énergie Marine, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui avait aussi toute son importance dans ce schéma. Et enfin, pour terminer, Armand Quintel, qui est là aussi, je le remercie, comme coprésident, directeur de Bluefish. Très rapidement, vous dire deux mots sur ce qu'on va faire, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, ce n'est que le début. On vous annonce les lauréats, mais l'idée, c'est de poursuivre le chemin avec tous ces lauréats, d'essayer de monter ensemble des projets qui aient du sens, qui répondent à des besoins. Donc, bien évidemment que dans la durée, il y aura un partenariat, on aura des échanges de données avec ces lauréats, on réfléchira ensemble aux meilleures solutions pour essayer de déployer à certains endroits, sur certains parcs, leurs solutions, les bonifier aussi avec un accompagnement technique. C'est hyper important, c'est primordial qu'on ait ces échanges avec vous. Et puis de toute façon, un partage des données, puisque ça ne peut être qu'une réussite que si on procède en transparence et qu'on échange les données avec vous. Voilà, j'en dis pas plus. Je redonne la parole au pôle mer pour la nomination des lauréats. Ok, donc la présentation des lauréats, il y a 5 candidatures qui ont été retenues sur 14. Donc la première, et on va passer à la partie pitch maintenant. Donc Utilsi. Alors je vais toutes les annoncer et puis après on déroulera. Donc Utilsi sur la partie monitoring des paramètres environnementaux et assistance à la navigation par des réseaux de capteurs sous-marins. Un consortium porté par Gaïa Terre Bleue, et c'est cher à mon cœur,
AgriProtech et le MNHM autour de l'analyse comportementale liée aux effets reposoirs et évaluation des systèmes d'effarouchement pour avifaune et chiroptères. Un autre consortium avec SAS, SCAS-ESA, Impact Mer et Gaia sur Coral Transloc, donc des tests en mer sur la translocation par grand fond de coraux froids. L'avant-dernier, c'est Sercel, enfin pas dans l'ordre de classement, mais Christophe, pardon. En tout cas, Sercel était retenu sur un réseau de balises et drones de surface pour la surveillance automatique en temps réel des cétacés par acoustique passive. Et enfin, DBS Traitement, récif artificiel associant structure, habitat pour espèces à pêcher et structure fourrage filiforme. Bonjour, Eric Guillou, je suis chez Utility. On propose un projet qui s'appelle Monitoring. Sorry, there is some. Yeah. Do you prefer in French or in English? In French? Ok. En français donc. Une solution intégrée pour le monitoring et la prise de distance sur les navires en mer. Monitoring des structures offshore. Utility, en quelques mots, on fabrique des stations de référence GNSS pour du RTK, pour du guidage d'engins, engins agricoles et pelleteuses. Et on a aussi un autre produit phare qui est notre solution IoT pour Subsea Internet of Things qui est prête, qui rentre sur le marché là en ce moment et qui est un système complet pour le monitoring notamment de la protection cathodique et d'autres solutions. Donc les systèmes ont été testés, sont sur le marché, sont prêts à être mis en œuvre demain. Voilà. C'est un nouveau concept dans le suivi des structures sous-marines, puisqu'on peut faire la collecte de données de par deux moyens, par AUV, USV ou via un dunker. Et on a développé notre mode réseau avec notre protocole réseau. Et on a des balises qui sont certifiées 20 ans, prêtes à être certifiées 20 ans, donc pour la durée de vie d'un champ éolien. Et le réseau, on a notre propre protocole qu'on a testé, qui fonctionne, qui est prêt. Voilà. J'avais des petits films qui démontraient toutes ces solutions, mais on est trop court pour les passer. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un dunker, c'est ça, c'est ce qu'on met par-dessus bord du bateau pour regarder les trucs. La flèche du bas. Donc l'évolution du système aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on a différents capteurs qui sont essentiellement des capteurs de protection cathodique, température. On a une carte électronique qui a beaucoup d'entrées, puisqu'elle a été prévue dès le départ avec un grand nombre d'entrées, en analogique, en TTL serial et en un bus I2C. On a le courant et le voltage qui sont monitorés sur les anodes, donc pour l'environnement c'est très important, puisqu'on va pouvoir déduire exactement quels sont les rejets d'une anode dans l'eau, puisqu'on va avoir exactement la puissance consommée à l'anode. Ensuite, on a des nouveaux sensors, de nouveaux capteurs qui vont pouvoir être intégrés, des inclinomètres pour les inclinaisons des chaînes de mouillage ou des structures, un capteur de température de haute précision, puisqu'aujourd'hui on a un capteur de température assez basique, un capteur de profondeur, des cellules de charge pour les chaînes de mouillage en ayant des manilles instrumentées. Et puis après, on a du CO2, oxygène dissous, turbidité, salinité, et j'ai oublié le pH, qui a aussi son importance. Notre carte est capable de calculer, dès qu'on fait une interrogation et qu'on récupère de la donnée, notre carte fait un calcul de distance et de Doppler, puisqu'on compense du Doppler sur les systèmes. Et un calcul de Doppler, ça nous offre des possibilités de monitorer les mouvements de structure sur le fond aussi, en même temps. Tout ça en mode réseau. Et on a, dans le cadre de l'AMI, en réfléchissant un petit peu, on a découvert une nouvelle application potentielle qui est le monitoring de la position des bateaux par rapport aux lignes de mouillage.
puisqu'on a le ranging, on peut monitorer la distance d'un bateau par rapport à la ligne de mouillage. Et en y pensant, on a pensé à une solution gagnant-gagnant vis-à-vis des pêcheurs et de l'exploitant du champ éolien. C'est-à-dire qu'on va permettre aux pêcheurs de s'approcher à une distance, mais une distance maîtrisée de la ligne de mouillage qui bouge en permanence, et d'utiliser le VMS sur les bateaux de pêche, VMS qui est obligatoire sur les moins de 12 mètres à la fin du mois, pour retransmettre les données en même temps. Donc on aura un gagnant-gagnant. L'exploitant du champ éolien va récupérer de la donnée à moindre coût, puisqu'il n'y aura plus de déplacement à faire pour aller chercher quoi que ce soit, et va en même temps permettre aux pêcheurs, qui sera gagnant aussi, de s'approcher et de travailler dans la zone où on a les éoliennes. Ça, c'est notre projet. Donc de ça, il en découle une réduction des coûts pour l'exploitant, une amélioration de la sécurité et une réduction de l'empreinte carbone, puisqu'il n'y a plus de bateaux spécifiquement déplacés pour aller faire quoi que ce soit. Voilà un petit peu. Ranging solution, intégration de nouveaux capteurs, ça c'est un petit peu tout ce qu'on avait prévu. Et ce qui nous intéresse, nous en particulier, c'est de faire un déploiement sur une éolienne flottante pour démontrer notre système. Bien, merci à tous. Merci beaucoup. Peut-être on réservera les questions après. Sur la fin, on fera un petit pool de questions. J'appelle Didier Gros-de-Manche maintenant pour Gaïa. Didier. Hop, attends, je vais dans le mauvais sens. Bonjour à tous. Merci de m'écouter. Je tiens à excuser déjà les autres... alors c'est dans l'autre sens. Voilà, on va y arriver. Je tiens à excuser les autres participants de l'équipe de projet qui ne peuvent pas malheureusement être aujourd'hui présents ici. Donc c'est un projet avec 3 partenaires. Donc Gaïa Terre Bleue que je représente, qui est un bureau d'études en environnement marin basé à Concarneau. Raphaël Bourdon, qui est le directeur d'AgriProtec, qui est une société qui développe des solutions d'effarouchement des oiseaux, notamment pour l'agriculture, mais qui se déploie actuellement sur les ENR, et notamment les panneaux photovoltaïques, et aussi les éoliennes, et les éoliennes en mer. Et puis ensuite, on a Antoine Chabrol et Christian Kerbiriou du Muséum national d'histoire naturelle de Concarneau, qui vont nous accompagner pour évidemment l'aspect scientifique du projet. Alors, Évite Piaf, c'est quoi ? La finalité, elle est un petit peu là, avec un peu d'humour. C'est d'essayer de réduire les problématiques de mortalité, de collision d'oiseaux au niveau des éoliennes flottantes et aussi, évidemment, de comprendre comment on peut faire de l'effarouchement et s'il faut faire de l'effarouchement. Parce que si on fait un peu une petite analogie, là, si vous êtes tous des oiseaux sur la plateforme que représente le flotteur, et si on essaye d'effaroucher le monsieur qui passe, là, donc l'oiseau qui va aller vers le rotor, est-ce que vous allez tous décoller d'un coup et vous allez sur le rotor également? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'allez pas bouger, vous allez rester tranquillement à votre place? Ou est-ce que vous allez avoir un autre comportement? Donc évidemment, la réponse comportementale est très différente et il faut qu'on comprenne justement comment elle va fonctionner au niveau des oiseaux qui vont utiliser la plateforme pour se reposer, pour se nourrir autour de nous. Donc d'abord, c'est une compréhension, donc il y a toute une étude bibliographique pour bien comprendre les comportements. Et ensuite, il y a des tests en mer, d'abord sur des petites plateformes, puis ensuite sur une éolienne flottante, en testant différentes solutions, à la fois de détection et puis bien sûr de réponse qui peuvent être sonores, visuelles, avec des lasers, ou avec du bruitage, ou éventuellement des cris pour faire des effarouchements. Donc c'est un projet sur 2 ans. Voilà, donc c'est juste un petit pitch, pardon. Et je vous montre un petit exemple aussi qu'on aime bien montrer de réutilisation de plateformes en mer du Nord, qui a servi après de nidification de la mouette pédactyle. Donc ça veut dire qu'il y a certainement aussi d'autres approches à regarder sur la plateforme que représente l'éolienne flottante. Donc je pourrais répondre à toutes vos questions après. Merci Didier, merci d'avoir respecté le timing. Je vais passer ça. Hop. Hervé, je te passe la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Coral Transloc pour Coral Translocation, donc translocation de coraux, qui est une expérimentation de translocation par grand fond sur la zone AO5 de coraux froids, de coraux d'eau froide en tout cas. Donc, nous sommes 4 partenaires. Gaïa, Didier Gronemange, que vous venez d'écouter. Il y a aussi Guillaume Tolu d'Impact Mer, que j'excuse, il est en Martinique. Bertrand de Scafesa, qui est donc scaphandrier expert dans la plongée profonde. Et Ship as a Service comme ex-marine pour tout ce qui est moyen à la mer. Et tous les 4, on a aussi comme point commun d'être plongeurs scientifiques. Donc je vais vous parler en intro des enjeux environnementaux sur la zone de l'AO5. Donc, on trouve sur cette zone un grand platier rocheux par 80 mètres de fond. Donc ça, c'est les informations du CHOM, hein, les informations géophysiques qui nous l'avaient annoncé. On l'a constaté lors d'inspections sous-marines par robot. Et on a constaté aussi la présence de coraux froids patrimoniaux, donc qui sont des espèces rares, sur les zones prévues pour accueillir tous les ancrages des éoliennes. Comme vous le savez, quand on a un projet, il faut préserver la biodiversité et éviter donc une perte nette de biodiversité. Et on doit donc développer des solutions ERC, évitement, réduction, compensation. Et la translocation est une mesure de réduction qui est référencée dans le guide THEMA. Donc ça, c'est les 2 grands types de coraux froids qu'on a vus sur la zone. Donc il y a le grand corail jaune qu'on voit à gauche, hein, donc il y a une structure un peu de madrépore, le Dendrophila cornigera. Et il y a à droite le corail noir, donc plutôt en forme de gorgone, donc c'est l'Antipatella subpinata. Donc on les observe généralement, on va dire en Atlantique, entre 70 mètres et 200 mètres sur le plateau continental. Il y a certains endroits, du fait de la présence de remontées d'eau froide comme à Ouessant, où on va les observer par des bathymétries moins importantes. On l'a fait aussi pour l'OFB d'ailleurs. Et comme ces espèces sont présentes sur les zones où on va installer les ancres et tous les ateliers de forage, nous on propose une solution pour préserver ces espèces, d'une part de l'emprise des ancres et de l'atelier de mise en place, et aussi du panache turbide. Donc le projet a 4 objectifs. Donc, premièrement, c'est bien sûr développer un savoir-faire qui associe toutes les compétences techniques du groupement, qui sont des compétences d'ingénierie, des compétences d'action sous la mer, etc. Et de permettre une cartographie haute résolution pour réaliser un jumeau numérique des sites. Donc ça, c'est un peu la première étape, une fois qu'on aura fait toute l'étude biblio, c'est de réaliser un modèle 3D haute résolution donc de tous les habitats présents sur les zones d'ancrage, et après de tester sur ces zones des techniques de translocation. Donc on va couper les coraux sans les remonter à la surface, donc on va les laisser au niveau de la cage, hein, du robot sous-marin. Et les plongeurs, après, vont venir les transloquer dans un endroit avec un habitat comparable et proche. Et on va suivre après, avec l'édition de modèles numériques récurrents, donc des jumeaux numériques, le taux de survie du projet. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Hervé. On verra les questions après. Christophe, c'est ton tour. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Lair, responsable de Sercel Brest. Donc d'abord, un grand merci au consortium Armorique Énergie Marine de nous permettre de présenter nos solutions. Donc je vais parler d'une solution de protection, de surveillance des mammifères marins pendant la construction de parcs éoliens. Donc d'abord, Sercel. Sercel est une filiale de CGG, un grand compte bien connu dans le domaine de la géophysique. Et dans le domaine de la transition énergétique, le positionnement de Sercel est le suivant. Donc c'est supporter l'industrie offshore à la collecte de données pour les prises de décision, pour se conformer aux réglementations et pour réduire les risques pendant toutes les phases de construction d'un parc éolien. Donc depuis le début des années 2000, Sercel a été témoin de l'émergence de réglementations pendant les campagnes sismiques marines, notamment concernant la protection des mammifères marins. Et donc on a développé une solution de détection automatique et temps réel de mammifères appelée Quaitsi, qui a été validée de manière extrêmement rigoureuse et qui a reçu le soutien, le sponsor de la plupart des régulateurs, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, etc.
Donc aujourd'hui, cette solution, on l'adapte pour les énergies marines renouvelables. Et notamment, on développe une solution basée sur l'utilisation d'un réseau de bouées ou de drones pour la détection automatique et temps réel de mammifères. Solution connectée à une application web qui connecte l'ensemble des parties prenantes et qui gère tous les aspects logistiques de la construction d'un parc. Donc ce sont des solutions qu'on appelle Quiet pour la partie détection de mammifères marins ou Marlin pour la partie supervision et collecte des données à terre. Aujourd'hui, donc, le projet il est bien avancé. Donc, une bouée est déjà déployée au Pays de Galles. Donc, elle nous envoie en ce moment des détections automatiques et temps réel de marsouins qu'on vérifie ensuite par traitement de la donnée. Mais c'est une solution qui gagne assez vite en maturité du fait de l'expérience dans le domaine de la sismique. Alors pour offrir un service complet, eh bien, on s'est rapproché de la société SOM, qui est un bureau d'études spécialisé en bioacoustique et qui est notamment capable, de par son expertise et ses expériences, de faire des états initiaux, d'évaluer aussi les zones de danger pour les mammifères marins et d'assurer les services de surveillance des cétacés pendant la construction et pendant les phases d'exploitation. Voilà, donc ensemble, on est capable de fournir les équipements et le service complet, je dirais, de surveillance. Et pour finir, donc je conclus avec les bénéfices, je dirais, de notre solution. Le premier, c'est l'efficacité opérationnelle, puisqu'on propose une solution complètement intégrée et qui connecte l'ensemble des parties prenantes pendant la construction d'un parc. L'objectivité dans les prises de décision, grâce à l'automatisation des détections de mammifères marins, grâce à la maîtrise de ses performances et à la transparence vis-à-vis des régulateurs. Et puis, la complétude des services et leur qualité avec l'association, avec des bureaux d'études tels que SOM pour l'expertise bioacoustique. Voilà, j'en ai terminé, n'hésitez pas. Merci. Merci Christophe. On va passer à la dernière présentation. C'est ici pour avancer vers le bas. Celui-là. Bonjour, je suis Dominique Bordessus, je suis ingénieur aquacole. Mon métier est de faire des écloseries et des fermes aquacoles. Et je me suis spécialisé dans la conception et la fabrication de récifs artificiels avec des objectifs bien ciblés. Pour améliorer la pêche dans un parc éolien comme A05 qui a des profondeurs d'une moyenne de 100 mètres, il faut concevoir des récifs artificiels tout à fait différents parce qu'il y a une contrainte de pose. C'est-à-dire que quand on met un récif à 15 mètres de profondeur et qui tombe au sol ou on l'accompagne au sol, il faut qu'il soit dans le bon sens. À 100 mètres, ça paraît un petit peu difficile, surtout dans les concepts de récifs que je développe, de poser un récif dans le bon endroit. Donc il faut travailler avec des récifs spéciaux, bifaces et autres. Donc on a une surface de 34,5 km², ce qui fait que si on voulait aménager toute cette surface, il y aurait beaucoup de travail. Mais on peut faire la promotion de systèmes pour augmenter la productivité de ces zones-là. Nous avons ciblé des espèces de fonds rocheux comme le homard, langouste et des poissons de roche. Pourquoi? Parce qu'on a un déficit déjà dans notre commerce extérieur. On importe à peu près 4000 tonnes de homards et 400 tonnes de langoustes. Donc le fait que nous travaillons à une profondeur de 100 mètres pose un problème sur la pose des structures récifales en grande profondeur, le choix des structures pour juvéniles et adultes, parce que si on veut augmenter la productivité
en espèces cryptiques. Il faut accompagner, la pose de récifs pour des juvéniles et aussi pour des adultes. Et donc c'est une répartition que l'on va faire sur le sol assez homogène, et on va travailler d'un travail à l'hectare. Ensuite, il y a le problème de l'enlèvement des structures en fin de concession. Si vous avez une concession de 30 ans, vous allez démanteler les éoliennes, mais il faudra aussi enlever les récifs. Donc l'idée que je vais développer, c'est de proposer des récifs qui s'intègrent dans le fond après une étude des roches sur les fonds rocheux, et nos récifs vont rester intégrés au fond, et on peut avoir une négociation avec la DREAL ou autre pour ne pas les enlever, puisqu'ils vont faire partie intégrante du fond. Donc il nous faudra aussi des études complémentaires avec des tests de structure. Par exemple, savoir comment une structure va être posée directement du bateau au fond et qu'elle se pose dans la bonne position. Et puis des problèmes d'amélioration des structures, ça, les formes, le poids, l'intégration, et ça c'est un travail de fond. Pour concevoir les structures récifales, on a fait plusieurs tests pour savoir quelle était la loge optimale pour accueillir les alevins ou les adultes de homards. Donc si vous avez un récif pour langouste, il va falloir proposer une loge assez profonde avec à l'entrée une zone d'observation et au fond une zone de refuge. De même pour le poisson. Pour des récifs d'alevinage, par exemple sur le Mérou, on a conçu des structures qui permettent au petit mérou, qui sera de 2 cm, de grossir dans la même loge, et pouvoir quitter ce petit récif de juvénile à une taille où il sera moins vulnérable. Ensuite, pour le homard, est un Gaulois. Il lui faut un toit en dur et une zone de sable où il va creuser sa loge. Donc sur ce concept-là, on s'est aperçu que tous les angles des parois arrivaient à un angle, se faisaient sur un angle à peu près de 13 à 14 degrés. Et cet angle-là, on le trouve dans tous les très bons récifs naturels. Bon, donc on a créé des structures récifales bifasques que l'on jette directement du bateau au fond. Des structures pour les adultes qui présentent une loge avec une ouverture de 25 cm et une profondeur de 50 cm, donc que l'on jette directement au fond. Pour les homards, on a ces angles à 13 degrés. Et pour les langoustes, des récifs beaucoup plus hauts. Alors, pour l'aménagement des fonds meubles, on a des récifs à structure filiforme qui captent le fouling et qui développent une production primaire. J'arrête. Vous pouvez conclure. Oui. Bon. C'est pour laisser le temps à tous les lauréats quand même de revenir pour les questions. D'accord. Donc on a fait énormément de tests avec les structures filiformes, avec une productivité énorme et très rapide, par exemple sur des moules. Là c'est le projet Rémora au large de Toulon, où l'on voit une productivité énorme. Je vous remercie parce que je suis un peu long. Excusez-moi.
Avant de vous donner la parole pour vos éventuelles questions et surtout de donner la parole aux lauréats pour qu'ils puissent y répondre, une petite précision sur ce projet-là. M. Bordessus a une très grande expérience en Méditerranée. Donc les espèces qui sont citées ne sont pas forcément celles qui ont été identifiées ou qui seront identifiées sur le site Bretagne Sud. L'objectif de l'accompagnement sera de tester la faisabilité d'implantation de ce type de récif artificiel sur des parcs, pas forcément Bretagne Sud, peut-être là aussi si jamais Armorique Énergie Marine est lauréat de ce projet-là. Mais donc voilà, M. Bordessus a vraiment fait une analyse site spécifique sur l'AO5. Mais ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera déployé sur l'AO5. C'est justement l'objet de l'accompagnement qui sera fait de pouvoir tester l'adaptation de cette solution-là à chaque site. Merci. Yeah.